Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais corriger l'évaluation formative numéro 2 du terminal G4, donc qui était à rendre pour le 3 novembre 2020. Alors, elle était constituée de deux exercices. Un premier exercice qui était un peu nouveau, qui était autour d'une suite de fonctions. Donc, on étudiait certains éléments de cette suite et ensuite on étudiait le comportement global de cette suite pour arriver à étudier la suite des maximums. Et un deuxième exercice de géométrie d'abscisse. Alors, on va déjà corriger le premier exercice, dont l'énoncé est ici. Donc, n est un entier naturel, et on définissait la suite des fonctions fn définie sur R par fn de x égale x exponentielle moins nx, et on désigne par cn la courbe de la fonction fn pour n, un entier naturel. Premièrement, pour tout entier naturel n, on nous demandait de calculer fn de 0, et on nous demandait ensuite d'en déduire que toutes les courbes Cn possèdent un point commun dont on précisera les coordonnées. Alors, pour tout entier naturel n, fn de 0, ça fait 0 exponentielle de moins n fois 0, ce qui fait 0. Dire que fn de 0 est égal à 0 pour tout entier naturel n, ça veut dire que le point coordonné 0, 0 appartient à la courbe Cn pour tout entier naturel n. Je rappelle que la courbe représentative d'une fonction f, c'est l'ensemble des points x, y du plan, tels que y soit l'image de x. Donc ici, l'image de 0 c'est 0, donc ça équivaut à dire que le point de coordonnées 0, 0 appartient à Cn, et ce pour tout entier naturel n. Donc, toutes les courbes Cn possèdent un point commun, qui est le point de coordonnées 0, 0. Pour tout entier naturel n est au réel x justifie que fn' de x était 1 moins nx exponentielle moins nx. Alors, pour tout entier naturel n et pour tout réel x, fn est de la forme u fois v, et avec u de x égale x et v de x égale exponentielle moins nx. Donc, pas très compliqué d'appliquer la formule qui permet de calculer la dérivée. Alors, pour rappel, la dérivée du produit uv, c'est u' v plus uv'. Donc ici, c'est 1 exponentielle moins nx plus x facteur de moins n exponentielle moins x. Donc là, on a exponentielle moins nx moins nx exponentielle moins nx. Et on remarque que dans chaque facteur, on a un facteur commun qui est exponentielle moins nx. Donc en mettant un facteur, il nous reste 1 moins nx. C'est bien la forme qu'on nous demandait de trouver dans la question 2. Dans la question 3, on nous demandait dans la question A d'étudier les variations de f0. Alors, f0 de x, c'est x exponentielle moins 0x, contrairement à la question 1 où ici c'était x qui valait 0 dans la question 1. Dans la question 3, c'est n qui vaut 0. Donc ici, f0 de x, c'est x exponentielle moins 0x, c'est x. f0 est donc une fonction linéaire de coefficient dominant positif. Donc, vu que c'est une fonction linéaire de coefficient dominant positif, elle est strictement croissante sur R, et donc elle n'admet pas de maximum.
suffit de l'expliquer comme ça. On pouvait tout à fait aussi dériver f0 soit en dérivant x, soit en utilisant la formule qui est là pour n égale 0, on trouvait 1, et du coup le signe de la dérivée, les variations, on avait directement le résultat. Alors là, c'était peut-être un peu le marteau pour tuer la mouche, mais ça fonctionne. Question 3b, cette fois-ci on nous demandait de diviser pour tout entier naturel n non nul les variations de fn sur R, et justifier que pour tout entier naturel n fn non nul, du coup j'avais oublié le non nul ici, fn atteint un maximum, donc on précisera la valeur. Alors, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1 et tout réel x, eh bien exponentielle moins nx, lui, est toujours strictement positif, puisque c'est exponentielle de quelque chose, et exponentielle de quelque chose, par définition, c'est strictement positif. Et on sait que un produit de facteurs ne dépendant que des signes que des signes des facteurs qui ne sont pas des signes constants, eh bien, enfin, je vais le reformuler un peu mieux. Un produit de facteurs, le signe d'un produit de facteurs ne dépend pas de ses facteurs positifs, puisqu'en fait, quand vous multipliez deux nombres positifs entre eux, ça renvoie à un résultat positif. Quand vous multipliez un nombre positif et un nombre négatif entre eux, ça renvoie à un résultat négatif. Donc en fait, le nombre positif n'influe pas sur le signe de résultat. Donc en fait, c'est comme si quand vous aviez un produit de facteurs, vous éliminiez tous les facteurs positifs et vous étudiez uniquement le signe des facteurs qui ne sont pas de signes positifs, ou en tout cas pas a priori. Donc ici, fn' est du signe de 1 moins nx. Or, 1 moins nx est positif si et seulement si. Alors, il faut le résoudre ça. Donc on a 1 supérieur à nx, donc c'est-à-dire 1 sur n plus grand que x, ou si on préfère, x plus petit que 1 sur n. Et 1 moins nx négatif, si et seulement si 1 inférieur à nx, si et seulement si 1 sur n inférieur à x, ou si on préfère x supérieur à 1 sur n. Du coup, on a le tableau. Et ça justifie votre tableau en fait. Donc là, vous pouvez faire le tableau. Donc on est sur moins l'infini plus l'infini. On voit qu'il n'y a qu'une seule valeur charnière qui est 1 sur n. Donc on la renseigne dans le tableau. Là, on va avoir dans cette ligne le signe de fn', qui est positive quand x est inférieur à 1 sur n, et négatif après. Et là, on a les variations de fn. Donc, du coup, c'est croissant, décroissant. Et il nous manque la valeur qui est ici. Donc, on va calculer fn de 1 sur n. C'est donc 1 sur n exponentielle de moins n fois 1 sur n, c'est-à-dire 1 sur n exponentielle moins 1. Et donc, fn, pour tout entier naturel n non nul, atteint un maximum qui vaut 1 sur n exponentielle moins 1. Donc c'est lui, pour la question 4, composé égal à alpha n, c'est exponentielle moins 1 sur n, et on demandait de justifier que alpha n était toujours compris entre 0 et 1 pour tout entier naturel n non nul. Alors, pour tout entier naturel n avec n supérieur ou égal à 1, eh bien, exponentielle moins 1, lui, est toujours compris entre 0 et 1, pas de souci, et 1 sur n également. Et il n'est pas très compliqué de vérifier que quand on multiplie deux nombres compris entre 0 et 1, leur produit reste encore entre 0 et 1. Donc, exponentielle moins 1 fois 1 sur n qui donne exponentielle moins 1 sur n est toujours compris entre 0 et 1. Donc, alpha n est compris entre 0 et 1. Et la question 5, on vous demande de justifier que la suite alpha n était décroissante. Et bien, pour tout entier naturel n avec n supérieur ou égal à 1, on va étudier le signe de alpha n plus 1 moins alpha n. Donc ça fait exponentielle moins 1 sur n plus 1 moins
exponentielle moins 1 sur n. Donc je vais mettre au même dénominateur. Alors attention, hein, mettre au même dénominateur, ça revient pas à ajouter plus 1 dans cette fraction. D'accord, parce que 2 tiers n'est pas égal à 3 quarts. Hein, on n'écrit pas des fractions égales en ajoutant le même nombre en haut et en bas, mais on peut écrire une fraction égale à une autre en multipliant par le même nombre en haut et en bas, puisque quand on multiplie par le même nombre en haut et en bas, on revient à multiplier par 1. Et multiplier par 1 ne change pas la valeur d'une quantité. Donc là, le dénominateur commun, c'est clairement n fois n plus 1. Donc ici, j'ai n exponentielle moins 1 sur n plus 1, moins n plus 1 exponentielle moins 1 sur n plus 1. Du coup, je vais mettre le même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est du coup n plus 1. Et là, j'ai n exponentielle moins 1. Et puis là, je vais développer en faisant attention avec aussi moins qui est là devant. Donc j'ai moins n exponentielle moins 1, moins exponentielle moins 1. Ces deux termes-là se simplifient. Il me reste moins exponentielle moins 1 sur n plus 1. Je ne vais pas écrire la conclusion, mais on remarque tout de suite que cette quantité-là est toujours strictement positive, que celle-ci c'est le produit de deux antinaturels consécutifs, donc c'est positif, et donc du coup, c'est le moins devant qui donne le signe, et cette quantité est bien négative, ce qui justifie que la suite alpha n est bien décroissante pour tout antinaturel n, tel que n supérieur ou égal à 1. Dans cet exercice-là, on parlait donc de géométrie de l'espace. L'espace était rapporté au repère orthonormé OIJK et on considérait les points A de coordonnées moins 1, 2, moins 1, B de coordonnées 0, 4, moins 2 et C de coordonnées 1, A, 1, où A était un nombre réel. Dans la première question, on demandait de calculer AB scalaire AC en fonction de A et d'en déduire la valeur de A qui rend les vecteurs AB et AC orthogonaux. Alors, AB, il suffit de faire le calcul, hein, on fait XB moins XA, donc ça faisait 0 moins moins 1, ensuite 4 moins 2, et enfin moins 2 moins moins 1, ce qui nous donnait 1, 2 moins 1. Et AC, de la même manière, on faisait XC moins XA, YC moins YA, et ZC moins ZA, ce qui nous donnait 2, A moins 2, 2. Et donc, on calculait le produit scalaire AB scalaire AC, donc on avait 1 fois 2, 2 fois A moins 2, et là, on n'oublie pas de mettre les parenthèses, puisqu'on substitue le y' de la formule par une quantité de plusieurs termes, donc il faut bien le mettre entre parenthèses, plus moins 1 fois 2, ce qui fait moins 1 fois 2. Et donc on remarque aussi qu'on a 1 fois 2 moins 1 fois 2, donc on peut les simplifier, et 2 facteurs de A moins 2, en distribuant le 2, on a 2A moins 4. Et donc on cherchait la valeur de A qui rend ces deux vecteurs orthogonaux, donc on veut AB scalaire AC égale à 0, c'est-à-dire 2A moins 4 égale à 0. Donc ensuite, il suffit de passer de l'autre côté, moins 4 devient 4, on divise par 2, on obtient A égale 4 sur 2, c'est-à-dire 2. Donc la valeur de A qui rend les vecteurs AB et AC orthogonaux, c'est A égale 2. Et c'est pas anodin si dans la suite de l'énoncé, on dit on prendra A égale 2. On prend le point D de coordonnées x moins 1, 2x plus 1, x, où x est un nombre réel quelconque, et on désigne par P flèche l'ensemble des vecteurs s'écrivant lambda AB plus mu AC, où lambda et mu sont des nombres réels. La première question, c'est exister une valeur de, enfin, la deuxième question, pardon, c'est exister une valeur de x telle que AD appartient à P flèche. Alors, il faut calculer le vecteur AD, les coordonnées du vecteur AD, donc AD c'est x moins 1 moins 1, 2x plus 1 moins 2 et x moins 1, ce qui fait x, 2x moins 1, x plus 1. Il vous dit AD appartient à P si et seulement s'il existe lambda mu appartenant à R tel que, eh bien, x s'écrive lambda fois 1 plus mu fois 2, lambda xab plus mu xac, et puis pareil, 2x moins 1, ça va être lambda fois 2 plus mu fois 0, donc 2 lambda, et x plus 1, ça va être lambda fois moins 1 plus mu fois 2, donc moins lambda plus 2 mu. Et en fait, là j'attire votre attention sur le fait que si on ajoute ligne 2 et ligne 3 et qu'on substitue cette somme à la ligne 3, on va avoir 2x moins 1 plus x plus 1 égale 2 lambda plus moins lambda plus 2 mu. Et en fait, ceci se simplifie parce qu'en fait, moins 1 et 1,
moins 1 plus 1 se simplifie, 2x plus x donne 3x, et 2 lambda moins lambda donne lambda plus lambda. En fait, on a 3x égale lambda plus 2 mu. En fait, si on observe bien, on a x qui vaut également lambda plus 2 mu, comme 3x. Donc on a x égale 3x, qui implique que x est égal à 0. Donc en fait, la valeur de x qui convient, c'est x égale 0. On n'a pas besoin ici de chercher les valeurs de lambda et mu, puisqu'on demandait simplement est-ce qu'il existe une valeur de x telle que AD appartienne à ces flèches. Donc oui, c'est pour x égale 0. Question 3a, on demande de calculer AB scalaire AD et AC scalaire AD, de les exprimer en fonction de x. Donc pareil, AB scalaire AD, ça va être x fois 1 plus 2x moins 1 fois 2 plus x plus 1 fois moins 1, donc x plus 2 facteur de 2x moins 1 moins x plus 1. Pareil, quand on substitue une lettre de la formule du produit scalaire par une quantité, on n'oublie pas de mettre cette quantité entre parenthèses. Et donc on a x plus 4x moins 2, là, en développant le 2 qui est ici, moins x moins 1, donc le x se simplifie, on a 4x moins 2 moins 1, moins 3. Pareil, à ces scalaire AD, hein, on fait le calcul, on fait attention à bien écrire, on obtient à la fin 4x plus 2, puisqu'on obtient 2x plus 2x plus 2, donc la question 3b, on demandait ensuite de résoudre les équations AB scalaire AD égale à 0 et AC scalaire AD égale à 0 et de conclure. Parce qu'en fait, le but de la question était de déterminer une valeur de x telle que le système de vecteurs AB, AC, AD forme une base orthogonale. Donc, on a déjà AB scalaire AC est égal à 0, donc on veut savoir s'il existe une valeur de x telle que AB scalaire AD égale à 0 et AC scalaire AD égale à 0. Donc, AB scalaire AD égale à 0, ça équivaut à 4x moins 3 égale à 0. Donc pareil, en résolvant l'équation, en passant le moins 3 à droite et en divisant par 4, on obtient x égale 3 quarts. Et AC scalaire AD égale à 0, même chose, on a 4x plus 2 égale à 0, donc en passant le 2 à droite, on obtient moins 2, et en divisant par 4, on obtient moins 1 de 2. Ces deux valeurs de x sont différentes. Du coup, vous allez dire, par exemple, si on a x égale 3 quarts, on a déjà AB-AC orthogonaux, on aura AB-AD orthogonaux. Sauf que AC et AD ne seront pas orthogonaux, puisque AC et AD sont orthogonaux pour x égale moins 1,5. Donc là, il va y avoir un petit souci. Si on avait trouvé la même valeur de x, il n'y aurait pas eu de souci. Mais là, étant donné que on n'a pas la même valeur de x, on va avoir un problème, parce que quand l'un sera orthogonal, enfin quand l'un sera orthogonal à AD, l'autre ne le sera pas. Donc AB, AC, AD ne peuvent pas former de base orthogonale. Et la question 4, il s'agissait de déterminer si elles existent des valeurs de x qui rendent la distance AD minimale. Donc, pour pouvoir répondre à la question, déjà, il faut calculer la distance AD. Donc, AD, c'est la norme du vecteur AD, c'est-à-dire racine carrée de x au carré plus 2x moins 1 au carré plus x plus 1 au carré. En développant tout ça, on obtient racine carrée de 6x carré moins 2x plus 2. Alors, dans l'exercice 3.13 de la feuille de route du chapitre 3, on l'avait fait différemment. Donc là, j'ai voulu présenter une autre méthode qui est beaucoup plus rapide du coup. Il faut juste connaître la petite astuce, c'est d'utiliser les variations de la fonction carrée. Et en fait, au lieu d'étudier le minimum de AD, on va étudier le minimum de AD carré. Or, AD étant positif et la fonction carrée étant croissante sur 0 plus infini, si AD est minimal, AD carré l'est aussi, puisqu'en fait, vous avez deux quantités qui évoluent, on va dire, dans le même sens, d'accord? Vu que le passage, comme la fonction carré est croissante, le passage au carré ne va pas changer l'ordre. Plus AD sera grand, plus AD carré sera grand, et du coup, plus AD sera petit, et plus AD carré sera petit aussi. Or, AD carré, c'est 6x carré moins 2x plus 2. L'idée, en fait, de passer par AD carré, c'est d'éliminer cette racine carrée qui gêne un petit peu. Et du coup, on se retrouve avec une expression polynomiale du second degré avec A, le coefficient dominant qui est aussi, ce qui est positif. Et vous savez que une fonction polynomiale du second degré, elle atteint un minimum quand son coefficient dominant est positif, elle atteint un maximum quand son coefficient dominant est négatif. Donc AD carré ici atteint bien un minimum en moins b sur 2a. Et moins b sur 2a, on fait le calcul, ça fait moins 2 sur 2 fois 6. Ça fait 2 sur 2 fois 6, il y a un 2 qui se simplifie en haut et en bas. Et on obtient un sixième. Donc AD est minimal si et seulement si x égale 1 sixième.